Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez Les Indiscrets de Niels Wilke sur le Média, une émission qui vous conduit dans les dédales de la politique française, sans filtre, sans langue de bois, sans concession. Une émission portée par Niels Wilke, journaliste politique jusqu'au bout des ongles, au carnet d'adresses, long comme un jour sans pain et qui sait nous en faire profiter. Une émission qui n'existe que parce que vous, notre public, vous la financez comme vous financez le Média, première chaîne d'infos indépendante de France, diffusée sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube, sur Molotov et sur notre site lemediatv.fr. Pour continuer à nous faire exister, alors que nous avons lancé une campagne cruciale de fin d'année, faites un don, abonnez-vous, devenez sociétaire. Nous avons déjà collecté un peu plus de 75 000 €, mais ce n'est pas suffisant. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et faites le geste qui sauve. Au sommaire, finalement, Emmanuel Macron a sorti un Premier ministre de son chapeau. Nous avons déjà abordé les raisons et les conséquences de ce choix avec notre analyste politique Paul Hellec, mais il s'agit désormais de construire un gouvernement. Niels s'est intéressé à la mécanique par laquelle, justement, sous Macron, on choisit un Premier ministre et les ministres qui vont avec. Il nous expliquera la secret sauce du locataire de l'Élysée, plutôt pas terrible manifestement, puisqu'elle produit des gouvernements absolument éphémères. Dans la famille Sarkozy, je vous présente le fils, Louis Sarkozy, qui a déjà réussi à se faire un nom dans les médias grâce à des déclarations terribles et tonitruantes, va se lancer en politique. Niels a recueilli les détails de cette opération de lancement du rejeton Sarkozy, une opération qui s'est montée avec la complicité du petit monde médiatico-politique. Salut Niels. Salut Théo, salut à tous. Alors, finalement, nous avons un Premier ministre, mais quelle péripétie! Oui, alors l'accouchement a été douloureux pour Emmanuel Macron, mais on connaît enfin le nom du successeur de Michel Barnier. La conclusion d'une longue séquence tragicomique, puisque ce matin, l'entourage de Macron avait laissé filtrer que François Bayrou, finalement, ne serait pas nommé Premier ministre. Finalement, c'est le contraire qui s'est produit, puisqu'il a bien été nommé à Matignon. Alors, que s'est-il passé? Selon mes informations, quand Macron a reçu François Bayrou ce matin à l'Élysée, c'était pour lui signifier qu'il ne serait pas Premier ministre, mais pour lui proposer un poste de numéro 2, avec Roland Lescure en numéro 1, donc l'ancien ministre de l'Industrie. Sauf que François Bayrou n'a pas du tout apprécié cette proposition, il l'a rejetée et il a fait savoir, il a menacé Emmanuel Macron de lui retirer le soutien donc du MoDem à l'Assemblée nationale, où il compte quand même plus d'une trentaine de députés. Et simplement, Emmanuel Macron est en position de faiblesse actuellement. Il a besoin de tous les députés du socle commun, l'ancienne majorité, pour pouvoir continuer à peser évidemment sur les affaires du pays. Une fois de plus, Emmanuel Macron n'a pas choisi son Premier ministre. J'en parlais la semaine dernière dans mon émission. C'est donc François Bayrou qui s'est imposé. Et François Bayrou n'a pas été nommé effectivement pour ses compétences, mais pour son pouvoir de nuisance en tant que patron du MoDem. Alors en plus, ce qui embête beaucoup l'Élysée, c'est que François Bayrou n'en a pas fini avec la justice. Alors certes, il a été relaxé des accusations d'emploi fictif au Parlement européen, qui pèsent sur lui, et c'est ses lieutenants qui ont été condamnés. Simplement, le parquet a fait appel donc de cette relaxe, et donc le nouveau Premier ministre va devoir repasser en justice. La date donc du nouveau procès devrait être connue au début de l'année, en janvier, et donc c'est quand même un souci supplémentaire pour Emmanuel Macron. Alors évidemment, c'est aussi un allié pour Emmanuel Macron qui coûte cher, pas seulement financièrement via son poste de haut commissaire au plan, mais aussi pour sa fierté, pour la manière dont il fait payer politiquement son soutien. Et un conseiller politique qui l'a bien connu me dit toujours oui, Bayrou, c'est un peu le pétard mouillé de la politique française, alors que lui se voit comme un grand politicien. Mais en réalité, voilà, c'est pas un grand politicien, il est surtout connu pour ses volte-face politiques.
C'est une nomination qui a viré un sketch interminable, comme d'ailleurs pour la nomination de Barnier à l'époque, mais bon, un petit peu moins long, hein, quand même, une semaine contre 2 mois. Il n'empêche que Emmanuel Macron a mis en scène sa prise de décision en recevant les différentes formations politiques, en faisant fuiter les noms de candidats potentiels dans la presse et dans les médias. On en parlait dans les autres émissions, et c'est ce qui lui a permis de revenir aussi sur le devant de la scène. Alors, ça a beaucoup agacé le reste de la classe politique, hein, d'ailleurs, que ce soit les macronistes même qui en ont ras-le-bol, qui en ont eu ras-le-bol de ce sketch, mais aussi évidemment des oppositions, à l'image des écolos qui se sont prêtés au jeu en rencontrant Emmanuel Macron à l'Élysée à plusieurs reprises, au moins à 2 reprises. Et on peut voir par exemple Cyrielle Châtelain, la présidente des députés écolos, à la sortie de l'Élysée mardi, elle en avait ras-le-bol. Sur la question de la méthode, il faut arrêter les réunions à l'Élysée. Voilà notre priorité. Vous l'avez dit. Il vous a pas relancé une invitation Emmanuel Macron pour une autre réunion ? Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est nous ne sommes pas dupes. En fait, nous allons lundi étudier la loi spéciale sur le budget. La loi spéciale, c'est le minimum pour permettre au pays de fonctionner. Mais dès janvier, il faudra un nouveau budget. Il faudra un budget 2025 avec des nouvelles orientations politiques. Et donc, on ne peut pas se permettre de procrastiner, on ne peut pas se permettre l'immobilisme. Oui, alors, donc, pour entrer un peu dans la mécanique, ouvrir le capot, tu t'es posé un certain nombre de questions, tu as posé un certain nombre de questions pour voir comment ça fonctionne réellement, la constitution d'un gouvernement, et surtout comment on fait pour arriver dans un ministère pour gagner un Marocain. Oui, parce que alors tu parlais, c'est assez vrai d'ailleurs, tu parlais en introduction de la sauce, arriver à trouver la bonne sauce, la bonne composition pour former un gouvernement. Alors en fait de sauce, ça me fait penser, tu sais, à la série The West Wing, à la Maison Blanche, hein, la série américaine. Dans les années 2000, et l'un des conseillers politiques du président dans la série explique que la constitution des lois, c'est comme les saucisses, il vaut mieux pas trop savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Bah, pour la constitution d'un gouvernement, c'est un peu pareil, c'est une sauce qui est pas très ragoûtante, mais on va quand même essayer voilà, de trouver les bons ingrédients. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein. Il y a les candidats qui veulent devenir à tout prix ministres, qui le font savoir, et qui sont parfois même sollicités par le président. Et puis, il y a ceux qui sont pas vraiment candidats, mais qui ont une expertise sur un dossier, par exemple, ou sur une grande cause, et qui peuvent être effectivement appelés par le président de la République ou par le Premier ministre pour entrer au gouvernement. Alors, j'ai demandé son avis à un ancien ministre, hein, qui m'explique voilà, que c'est légitime, en fait, quand on porte une grande cause, quand on porte un dossier, quand on veut constituer une équipe, quand on veut changer le quotidien des Français, on a envie de s'engager, et donc on le fait savoir dans les médias. On peut aussi parfois publier un livre. Voilà, donc il s'agit de le faire savoir, mais en même temps, il ne faut pas trop le faire savoir parce qu'en politique, c'est la guerre. Et donc, en général, vos rivaux n'attendent que de savoir que vous entrez en campagne pour, évidemment, essayer de vous couler. Donc, c'est une mécanique qui est assez subtile. Et puis il y a ceux qui veulent absolument devenir ministre. On parle par exemple d'Aurore Berger qui a fait des pieds et des mains pour entrer au gouvernement, au point qu'elle en a pleuré quand elle n'avait pas été prise au gouvernement sous Jean Castex, hein. C'est le Canard enchaîné qui avait raconté la scène. Mais il faut aussi se rendre compte, me dit l'ancien ministre que j'ai sollicité, quand on entre au gouvernement, on dispose d'une administration, d'un budget, surtout quand on est ministre de plein exercice, donc par exemple avec un Marocain prestigieux. Aux armées, à la santé, à la justice, voilà, on peut peser effectivement sur le quotidien des Français. Donc il y a cette passion politique aussi qui entre en jeu. Alors on a vu récemment des politiciens, et notamment à gauche, se précipiter dans les médias pour faire des annonces, proposer des solutions, bref, comme je le disais avant, partir en campagne, à l'exemple de Cécile Duflot, qui l'a fait de manière assez peu subtile, une tribune, comme on le voit à l'écran dans Le Monde, pour proposer la constitution d'une coalition climat et sociale qui doit aller des écologistes au bloc central. Voilà, alors pour la directrice générale d'Oxfam, hein, c'est une ONG, on le rappelle, qui lutte contre les super-profits notamment. Proposer une alliance avec les macronistes qui n'ont rien fait ou presque pour taxer les grandes fortunes, ça l'affiche mal. Et donc la proposition de l'ex-ministre écolo, hein, qui a déjà une expérience ministérielle, a fait jaser chez Europe Écologie Les Verts, qui garde un mauvais souvenir de sa direction et de son expérience ministérielle.
Ça a aussi fait réagir une partie des alliés de gauche, hein, notamment chez la France Insoumise, qui a interpellé Duflot pour savoir si l'équivalence entre l'extrême droite et la gauche de rupture relevait d'une position personnelle de la part de la directrice d'Oxfam ou si elle engageait toute l'organisation. Alors Duflot a répondu en se prévalant du soutien de son conseil d'administration et a fait mine de rejeter toute ambition personnelle. On l'écoute sur France Info. Vous sentez que le moment est important. Est-ce que vous pourriez envisager de revenir au gouvernement si on vous appelait? Est-ce que vous pourriez envisager de prendre vos responsabilités ce point-là? Franchement, vous savez quoi? Je suis bien détendue sur le fait que Cécile Duflot ou pas Cécile Duflot, ça change rien au problème. Non, mais ce qui n'était pas tout à fait la question de Sonia. Si, parce que vous me posez la question, justement, et je comprends, y compris pour les journalistes, on indexe les prises de parole des uns et des autres sur leur horizon individuel. Moi, le sujet, je ne suis pas parlementaire. En revanche, il y a un parlementaire pour lequel j'ai voté et il y a des parlementaires qui ont été élus par les Français. Et je pense que le temps est venu qu'ils prennent la main par rapport au président de la République. Vous n'avez pas été sollicité. On dit que François Bayrou consulte des poids lourds de la politique. Pas du tout. Voilà. Vous n'avez pas du tout. Je prends la parole en toute liberté, en ayant conscience de la gravité du moment et de la difficulté, avec zéro agenda personnel, mais avec la ferme conviction que je ne fais pas partie des gens qui se cachent dans les moments difficiles. Vous savez, quand j'ai décidé de quitter le gouvernement en 2014, quand j'ai décidé de prendre la parole alors que j'étais ministre pour défendre les Roms parce que le ministre de l'Intérieur avait eu des propos absolument désastreux, je me suis retrouvée face à ma conscience et c'est exactement la même chose à ce moment-ci. Je pense qu'on n'est pas loin de la catastrophe et je pense que comme toutes les catastrophes politiques, en vérité, elles sont évitable. Alors, Duflot n'a pas réellement convaincu, et chez Europe Écologie Les Verts, l'un de ses opposants la surnomme la Ségolène royale des écolos. C'est pas franchement un compliment. Alors, dans le même genre que Cécile Duflot, typique des propositions de service, on a Jadot qui a fait un appel du pied en se disant prêt à travailler avec le Bloc central. Là encore, sur France Info, c'était le 12 décembre. On l'écoute. J'ai même déclaré que si nous arrivions à construire des majorités à l'Assemblée, moi, je ne voyais pas de problème à ce qu'il y ait des ministres du Bloc central dans notre gouvernement. C'est le principe des coalitions dans les régimes parlementaires. Vous n'irez pas, la gauche n'ira pas, en tout cas les écologistes n'iront pas dans un gouvernement. Bayrou, par exemple. Pourquoi ? Il y a aussi Roselyne Bachelot, par exemple, qui est intervenue dans Le Parisien pour défendre les cours d'éducation sexuelle à l'école, une prise de position remarquée et qui lui vaut aujourd'hui les foudres de la fachosphère. Alors, c'est typique des offres de services qu'une ancienne ministre ou qu'un politicien peut faire en se faisant remarquer sur une grande cause pour espérer entrer au gouvernement. Alors, je l'ai sollicité pour savoir si c'était un appel d'offres, comme Cécile Duflot ou Jadot. Alors, elle me répond certainement pas. Elle se dit très bien en tant qu'éditorialiste et autrice désormais d'ouvrages d'analyse politique. Alors, je lui ai quand même demandé, puisqu'elle a été ministre, elle a eu plusieurs expériences ministérielles sous plusieurs présidents. Je lui ai demandé comment ça se passait pour la constitution d'un gouvernement. On l'écoute. Pour autant, vous n'êtes absolument pas certain de rentrer au gouvernement. C'est par exemple ce qui m'est arrivé en 95. Jacques Chirac est élu, il me téléphone pour me dire « Tu es ministre de la coopération ». Bon, très bien, j'étais fort heureuse. Ensuite, un de ses collaborateurs me retéléphone pour me dire « Non, finalement, ça pose des problèmes avec certains chefs d'État africains. Vous êtes dans le pôle social. » Bon, très bien. Et quand le secrétaire général de l'Élysée arrive sur le perron de l'Élysée pour donner le nouveau gouvernement, je ne suis pas dedans et personne ne m'a prévenu. C'était tout à fait l'ascenseur émotionnel et je dois dire que si dans une entreprise ou une association ou une structure de la vie civile on se comportait comme on se comporte avec les ministres ou les ministrables, c'est un déni total de respect, de prendre en compte ce qu'est la psychologie des gens et vraiment il y a aucune gestion des ressources humaines, c'est quelque chose de tout à fait étonnant.
Voilà, donc on n'est pas certain d'être choisi, Théo. Et c'est vrai aussi qu'il faut trouver des volontaires. C'est pas évident par les temps qui courent. Le job fait moins rêver depuis la présidence Macron et encore moins depuis que l'Assemblée nationale, les députés macronistes ne sont plus en majorité. Alors j'ai posé la question à d'anciens conseillers ministériels qui m'ont expliqué notamment que depuis les lois de transparence sur la vie publique, avec la fameuse autorité, la haute autorité de la transparence de la vie publique, suite à l'affaire Cahuzac, les ministres, les candidats au ministère ne se bousculaient plus au portillon puisque leur patrimoine était rendu public, était analysé, leurs finances étaient passées au crible, et donc toute cette surveillance, évidemment, n'est pas du goût des politiciens. Alors pas forcément parce que il y aurait fraude ou des manœuvres pour échapper à l'impôt, mais tout simplement parce que c'est une manière de fouiller dans leur vie privée qui ne leur plaît pas. Par exemple, c'était le cas d'Éric Dupond-Moretti, qui l'avait fait savoir publiquement. Et puis, il y a aussi le fait que le centre aujourd'hui politique, le centre le centre névralgique politique, ce n'est plus vraiment le gouvernement, ce n'est plus vraiment l'Élysée, et c'est plutôt l'Assemblée nationale et le Sénat, puisque la majorité présidentielle n'est plus. Et donc, c'est vrai que, par exemple, un ancien ministre me disait, redevenu député, me disait pour la préparation de cette émission que, personnellement, il préfère rester au Parlement. En tout cas, c'est ce qu'il dit, parce qu'il a l'impression d'être plus utile et même plus puissant. Donc, ça interroge quand même sur le potentiel, disons, du poste de ministre aujourd'hui sous Emmanuel Macron. J'ai demandé aussi à Roselyne Bachelot ce qu'elle pensait de la situation actuelle, et elle est assez pessimiste. On l'écoute. Quand même, j'allais dire, de mon temps, on était quand même dans des postes où il y avait le minimum de survie. Même si on n'était pas sûr d'avoir l'ensemble de la mandature comme ministre, on avait au moins l'espérance d'être dans un demi-mandat, étant donné qu'il était classique au milieu du mandat du président de la République de faire un remaniement ministériel pour donner un nouveau souffle. Mais alors que les gars et les filles se battent pour être premier violon dans l'orchestre du Titanic, me laisse absolument pantoise. Parce que qu'est-ce que c'est que la durée de vie de cela? C'est, je dirais, peut-être de quelques semaines. Et que tout cela se déploie dans une stratégie, dans une tactique de coups fourrés, de fatwas lancés contre les uns et les autres, me laisse complètement ahuri et participe d'ailleurs d'un rejet de tous ces gens-là par l'opinion publique qui est dramatique. On passe à notre deuxième sujet, Nils, les médias qui mettent en orbite Louis Sarkozy, le fils de son père, avec une force qui suscite l'admiration. Oui, on peut le dire, c'est le plan com le plus efficace de l'année, je pense. On devrait en prendre de la graine. Ouais, pour notre campagne de fin d'année, par exemple. C'est ça, aux médias. À 27 ans, Louis Sarkozy, le fils de l'ex-président, fait une entrée fracassante dans l'arène politique. Pas moins de 4 articles en 48 heures et pas des petits médias. Un confidentiel dans le Figaro, une exclue sur BFM repris par Valeurs Actuelles, s'il te plaît. Encore un portrait dans le Figaro, un autre dans le Parisien. Ça n'arrête pas. Que se passe-t-il avec Louis Sarkozy? Alors, comme toujours, il y a un prétexte tout trouvé pour lancer un jeune ambitieux. Alors, cette fois-ci, ce sera la soirée de Noël, attention, des jeunes républicains. Il va se retrouver dans un pub de la place de la Bastille. Et c'est à l'invitation, nous dit-on, de Emmanuelle Brisson, qui est la fille d'un sénateur Les Républicains, et qui a notamment été candidate LR aux législatives et qu'il connaît de longue date. Voilà, donc l'invitation a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un prétexte. Alors, pour évidemment faire un portrait élogieux de Louis Sarkozy. Pour le Parisien, il est jeune, impétueux, fougueux, talentueux, il a de l'ambition, beaucoup, mais ne paraît pas arriviste, écrit le journal qui cite évidemment l'un des amis de l'intéressé. BFM le voit comme un animal politique qui sommeille en lui. Alors c'est assez drôle parce que BFM sort effectivement une exclusivité, ce qu'elle présente comme une exclusivité, mais s'en mêle un peu les pinceaux parce qu'elle omet de préciser que le fiston est invité depuis la rentrée
rentrée sur LCI, dans l'émission de Darius Rochebain. Et il est présenté d'ailleurs dans cette émission comme spécialiste des États-Unis. Je pense que Mourad a dû en parler dans son émission hebdomadaire. Et à qui appartient LCI? Eh bien, LCI appartient au groupe Bouygues, dont le grand patron, il est toujours président du groupe, Martin, est le parrain de Louis Sarkozy. Décidément, le monde est petit. Alors, jusqu'à présent, à la télévision, le rejeton de Sarkozy s'est surtout surpassé pour lancer des déclarations outrancières, comme sur Gaza en septembre. On l'écoute, attention, des propos choquants. Israël a une main de fer que n'a pas eu la France dans cette affaire. Oui, laissez-moi répondre à votre dernière question. Je ne suis pas bien évidemment militaire et je n'étais pas né au moment de cet attentat, mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Et vous comprenez aussi l'empathie des Américains qui ont donc subi la même attaque au même moment. Et toutes les têtes, la plupart des têtes qui ont été mises à mort par Israël avaient encore des rewards, enfin des primes sur eux venant des Américains. Darius Rochebain, l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre. Il y a 2200 morts américains. En 4 ans, les Américains tuent 3,5 millions de Japonais. 100 000 en une nuit. Qui parle du génocide japonais? Il y a 2500 morts au 11 septembre. Les Américains tuent 400 000 Irakiens et Afghans. Le taux de ratio civil et militaire dans ces deux guerres est pire qu'à Gaza, et pire qu'au Hezbollah. Qui parle du génocide afghan? Voilà, donc une séquence ignoble qui lui a attiré des menaces, apparemment sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, les services du ministère de l'Intérieur sollicités n'ont pas jugé le niveau de menace donc assez élevé pour lui accorder une protection policière. Et c'est papa qui s'est chargé de lui prêter l'un de ses officiers de sécurité pour veiller sur lui, selon Le Canard enchaîné. Voilà, pas encore élu, mais déjà protégé. Alors, Le Parisien et les autres médias mainstream nous apprennent que Louis Sarkozy est fan de Chateaubriand et de Napoléon, qu'il a pour référence Génie Bastier ou encore l'avocat Charles Consigny, qui est aussi chroniqueur, mais sur BFM. Donc, plutôt des références à droite, voire très à droite. Louis Sarkozy, je le disais en introduction, va sortir un bouquin sur Napoléon et ça va lui permettre d'assurer donc une tournée médiatique. Alors, je pense qu'il sera peu question, Théo, de Sainte-Hélène, mais plutôt de ses ambitions politiques sur les chaînes de télé complaisantes qui vont lui dérouler le tapis rouge, à n'en pas douter, service public compris. Louis Sarkozy, c'est aussi un grand fan de l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est aussi un ancien de la Manif pour tous. Et le fiston Sarko ne rate pas une occasion de vanter le bilan du ministre démissionnaire en matière de politique migratoire sur X. Regardez. Et comme son papa, Louis Sarkozy est vu avec bienveillance par l'extrême droite. Sarah Knafo, par exemple, l'eurodéputée Reconquête et compagne d'Éric Zemmour, dit de lui dans Le Parisien « C'est un garçon intelligent qui lit et évolue vite tout en affirmant se retrouver dans beaucoup de ses positions politiques. » Louis Sarkozy bénéficie de puissants soutiens, on l'a dit, outre son papa, ancien président, et de son parrain, Martin Bouygues. Il bénéficie aussi de l'attention de la conseillère internationale de Macron, la sulfureuse Anastasia Colissimo, dont je vous avais parlé il y a 2 semaines, qu'il connaît et apprécie selon mes informations. Alors, cette conseillère, elle a travaillé auparavant auprès du beau-père de Louis Sarkozy, Richard Attias, à New York. Le monde est petit, décidément, on le disait, et elle est connue pour sa brutalité langagière, ses insultes aux journalistes. Selon mes informations, elle est particulièrement dans les petits papiers de Macron en ce moment, depuis la dissolution, puisque le président est très concentré sur les sujets internationaux, et donc elle a pris évidemment de la puissance dans le dispositif. En tout cas, il y a maintenant 5 ans, sur France Inter, Louis Sarkozy annonçait déjà la couleur face à Léa Salamé. On l'écoute. Et vous pensez qu'il va faire la politique, votre fils? Je le sens.
Si on prend tous les ingrédients pour faire un bon... Mais je pense que la politique se fera différemment. Je pense qu'il est tout à fait l'homme politique de demain. Après, on verra si c'est sa voix, sa vocation et son envie. Mais ce sera en France ou aux États-Unis? Parce que vous avez demandé la nationalité américaine, non? Je n'ai aucune volonté politique, mais on en reparle en 2035. Nils, tu le disais, le monde est petit, mais leur monde à eux est encore plus petit. Merci à toi, en tout cas, de nous avoir apporté ces éclairages. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous nous regardez par YouTube et via email, si vous nous regardez à la télé. Nous sommes presque à la mi-décembre. Le média a engagé sa campagne de dons, d'abonnement de fin d'année, une campagne importante qui vise à nous permettre de rester debout, de survivre, de continuer cette émission que vous appréciez et de mener la bataille des idées dans un contexte de fascisation des sphères médiatiques et politiques. Nous avons déjà récolté un peu plus de 75 000 €, mais ce n'est malheureusement pas assez. Alors si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force. Donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.